Il est astrophysicien, il s'appelle Jérôme Guillet, il est membre de Scientist Rebellion, et si il y a un point de non-retour qui a été atteint dans le réchauffement climatique, il y a peut-être aussi un point de non-retour qui a été atteint dans la mobilisation citoyenne en faveur de cette lutte, et donc Jérôme va nous en parler. Merci beaucoup d'être là, Jérôme. Si jamais vous avez déjà vu ma tête ou entendu mon nom dans ces derniers temps, c'est peut-être parce qu'il y a eu une petite actualité. Il y a 2 semaines, j'étais plus de 4 jours en prison en Allemagne pour des actions de désobéissance civile, accompagné de 15 autres scientifiques. En fait, on avait fait plusieurs actions de désobéissance civile à Munich et à Berlin la semaine d'avant. Et ça nous avait conduit en prison pendant 4 jours. Alors jamais je me serais attendu à dire ça il y a encore quelques années, que j'allais être en prison. À la base, je pense que rien ne me prédisposait à ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez voir des photos de différentes actions depuis quelques années. À la base, rien ne me disposait vraiment à ça. Je pense que je suis un scientifique, comme il a été dit. Je suis astrophysicien. Ce avec quoi je suis à l'aise, c'est surtout d'être dans mon laboratoire à écrire des équations compliquées. Donc j'ai pris mon petit cahier avec mes équations compliquées parce que ça me rassure d'avoir ça avec moi. Je suis un peu plus à l'aise avec ça qu'à parler devant un public ou à faire des actions de désobéissance comme vous voyez ici. Et donc j'aimerais vous raconter un peu comment j'en suis arrivé là, pourquoi j'ai conclu que c'était de mon devoir aussi en tant que scientifique de faire ce genre d'action. Et pour vous expliquer ça, je vais faire un petit détour aussi par d'autres actions que je fais, qui sont plus de la sensibilisation, parce que en fait, mon déclic au départ, ça a été un déclic un peu de scientifique, c'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un m'a demandé, au fait, qu'est-ce qui émet le plus de carbone entre cette action et cette action? Et j'étais complètement perdu, je ne savais pas du tout, et je me suis dit, c'est quand même bizarre en tant que scientifique qui se croit concerné par le climat, de ne pas savoir ça. Donc j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à lire les rapports. Et c'est vraiment ça qui m'a fait un déclic de me dire ça va pas du tout, quoi. La façon dont continue de fonctionner la société correspond pas du tout à l'état de nos connaissances. Et donc ma première réaction, en bon scientifique, ça a été de me dire il va falloir expliquer mieux cette connaissance à tout le monde. Donc j'ai commencé à faire des conférences sur le bilan carbone, les ordres de grandeur d'empreinte carbone. Je pense que c'est très, très utile de faire ça. Et je me suis concentré en particulier sur un point, et j'aimerais en parler un petit peu, faire un petit détour par ça, parce que je trouve que c'est un sujet j'ai été vraiment marqué par la disproportion entre son importance en tant qu'empreinte, impact environnemental, et le peu de place qu'il a dans le débat public, et aussi en fait dans le mouvement écologiste. Et donc ce sujet, c'est l'alimentation, et en particulier l'élevage. On en parle, mais honnêtement, je pense qu'on n'en parle pas du tout, autant qu'on devrait par rapport à son impact. L'alimentation, c'est 1/3 des émissions carbone environ, et c'est à peu près 3% des budgets alloués à réduire nos émissions carbone. Et là-dedans, quand on parle d'alimentation, très souvent, on oublie l'éléphant dans la pièce, qui est l'élevage. Très souvent, on va parler de local, de bio, c'est très bien, mais on oublie qu'en fait, l'élevage, c'est vraiment ça qui fait 80%, qui utilise 80% des terres, qui fait 2/3 des émissions carbone, et tout ça juste pour moins de 20% des calories. Donc c'est vraiment un énorme gâchis en fait. Et donc moi j'ai été vraiment frappé de la disproportion entre ces faits scientifiques et ce qui est fait dans le débat, ou plutôt ce qui n'est pas fait, puisque dans les faits, on en parle un petit peu, pas beaucoup, et surtout on fait quasiment rien pour arrêter l'élevage, quoi. C'est même encore complètement presque tabou de parler d'arrêter l'élevage, y compris dans le mouvement écologiste. C'est même tabou de parler de réduction du cheptel. Ça, c'est quelque chose. Au mieux, on va parler de menus végétariens dans les cantines. Au mieux, on va penser que c'est quelque chose qui est un mode de vie, qui est de l'ordre du choix personnel. Enfin, ça va bien au-delà de ça. C'est un choix personnel, peut-être, oui, mais c'est surtout évidemment un choix politique, un choix collectif de savoir choisir une alimentation qui ne va pas impacter l'environnement comme il le fait à l'heure actuelle, qui ne va pas impacter les animaux aussi, puisque ça a énormément d'implications éthiques. Et donc moi, je me suis engagé en particulier là-dedans. Je continue à m'engager dans l'Association végétarienne de France pour
plaider pour qu'il y ait des vraies actions à la hauteur des enjeux sur ce sujet. Il y a beaucoup de choses à faire, je pourrais en parler pendant 1 heure, je vais peut-être m'arrêter là pour parler de ce qu'il y a sur l'écran. Mais je tenais à en parler parce que dans mon action, il y a un peu un équilibre entre deux aspects. Un aspect plus de sensibilisation, proposition d'actions concrètes. Je pense que c'est important aussi pour le thème du soir. Et un autre aspect qui est donc de la désobéissance civile. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça? En fait, c'est un peu un constat d'échec en partie sur ces actions de sensibilisation, de proposition, qui sont indispensables mais qui ne suffisent pas, puisqu'on voit, je pense que tout le monde ici est au courant, que la trajectoire n'est pas du tout celle qu'on devrait suivre. Ça fait donc, c'est la 27e COP, et pourtant, depuis la première COP, les émissions de CO2, de gaz à effet de serre, continuent d'augmenter inexorablement. Les États, les entreprises promettent qu'ils vont suivre l'accord de Paris, et pourtant la trajectoire, ils ne font pas du tout ce qu'ils promettent. Donc face à ça, en fait, moi, ma réaction, c'est de dire, bon, est-ce qu'on peut continuer juste à parler, juste à faire des propositions gentilles, et je pense que non, il faut absolument aller au-delà de ça. Et j'aime bien utiliser l'image, c'est comme si vous êtes dans un bâtiment en feu et que vous essayez d'alerter les gens que le bâtiment est en feu. Donc vous passez de pièce en pièce, mettons de bureau en bureau, si vous êtes au travail, vous dites aux gens, attention, le bâtiment est en feu. Et malheureusement, si vous dites ça calmement, je vous propose qu'on pourrait sortir là, qu'est-ce que vous en pensez? On peut peut-être en discuter. Et si les gens continuent à travailler tranquillement, peut-être que vous allez vous dire, en fait, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, faudrait faire autre chose. Peut-être que je vais forcer les gens à sortir, je vais me mettre à crier, je ne sais pas, je vais faire quelque chose de plus. Et donc c'est un peu ça l'idée de la désobéissance civile, c'est d'essayer de faire des choses qui sont en lien avec la gravité de la situation. C'est-à-dire que la situation est extrêmement grave, extrêmement urgente, tous les faits scientifiques le disent. Voilà, les émissions augmentent, on est très proche d'atteindre des points de non-retour où potentiellement la situation serait hors de contrôle, irréversible. On ne sait pas exactement où sont ces points de non-retour, mais c'est un risque qu'il faudrait vraiment éviter de prendre, vu les conséquences que ça pourrait avoir. Et donc, face à cette situation très grave, il faut avoir des actes qui sont à la hauteur. Donc, ce qu'on fait à Scientist Rebellion, ou Scientifiques en Rébellion pour la branche française, c'est des actions de désobéissance civile, donc où on sort de notre rôle de scientifique simplement explicatif, etc. Et on fait des actions où on va, comme vous voyez sur l'écran, bloquer des endroits. Alors par exemple ici c'était au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, où on était resté après la fermeture de musée, sans autorisation bien sûr. Et il y avait eu des conférences de scientifiques qui avaient été faites sur place et retransmises sur Internet pour alerter sur l'urgence de la situation, en se mettant dans un cadre illégal en fait. Donc c'est une façon d'aller plus loin dans l'alerte. C'est aussi surtout une façon d'établir un rapport de force en fait. Puisque pourquoi on en est là? Pourquoi le discours rationnel ne suffit pas? C'est parce qu'il y a beaucoup de résistance en fait. Il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire pour que ça se fasse. Ça ne suffit pas à l'échelle individuelle. En général, on a besoin d'autre chose qu'un discours rationnel. Et ça suffit surtout encore moins à l'échelle collective parce qu'il y a des gens qui résistent, qui nous empêchent, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et donc, face à ça, il faut se mettre dans un rapport de force avec ces personnes. Donc ces personnes, c'est qui? C'est typiquement les gens qui ont le pouvoir et qui ont un intérêt personnel à ce que ça continue de la sorte. Donc ça va être les riches, en gros, les dirigeants d'entreprise, éventuellement aussi beaucoup les dirigeants politiques qui peuvent voir un risque politique à insuffler un vrai changement. Et donc face à ces personnes qui en réalité mentent en prétendant que la situation est sous contrôle et qui ne font rien, et même bien pire, s'opposent au changement, et il faut réellement établir un rapport de force. Et donc ces actions de désobéissance civile, ça vise aussi à établir ce genre de rapport de force. L'action qui m'a amené en prison il y a 2 semaines, c'était une action ce qui s'appelle BMW World. Donc c'est un grand espace dédié au greenwashing de BMW à Munich. Voilà, on a la photo ici. On était une quinzaine de scientifiques, on s'est collé la main sur une voiture qui est une voiture luxueuse et qui émet énormément de CO2. C'est la pire note en termes d'émissions de CO2. Et ça illustre bien en fait la responsabilité particulière qu'ont
qu'ont les personnes, qu'ont les riches en fait, dans les émissions de CO2. Ils émettent beaucoup plus et en plus, en moyenne, bien sûr pas tout le monde, mais en moyenne, ils s'opposent au changement alors que c'est eux qui ont les moyens de faire changer et faire évoluer la société. Donc ça, c'était une façon donc de rétablir quelque chose qui est plus proche de la réalité. Par rapport à l'image mensongère qui est déployée dans ce showroom avec des publicités où les voitures apparaissent entourées de végétaux, toutes vertes, comme si c'était quelque chose de tout à fait écologique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé, on a déversé du liquide noir qui ressemble à de l'huile, mais qui en fait est de la mélasse. Donc au final, c'est pas polluant, mais ça représente la pollution de ces voitures que BMW essaie de cacher à travers son greenwashing. Donc en faisant ça, évidemment ça reste une action symbolique. On a bloqué le bâtiment, on a quand même bloqué un bâtiment qui est le plus visité de Bavière, qui a dû être évacué pendant 3 ou 4 heures, donc c'est pas non plus tout à fait rien pour BMW, et surtout c'est une attaque à son image qui est extrêmement importante pour ce genre d'entreprise, et c'est en s'attaquant à leur image qu'on peut établir un rapport de force. Donc voilà, je voulais dire ça sur le rapport de force. Ensuite, le questionnement qu'on peut avoir, c'est pourquoi c'est légitime d'enfreindre la loi. Comme ça a été très bien dit juste avant, malheureusement les lois en fait souvent ne sont pas adaptés du tout à la situation et protègent ceux qui détruisent notre futur. Et donc, dans ces conditions, enfreindre la loi devient légitime, en fait. C'est-à-dire que c'est la défaillance de l'État et des institutions judiciaires y compris à protéger la population, à protéger notre futur, qui fait que ça devient légitime de s'y opposer et d'entrer dans l'illégalité. Notamment parce que, donc, comme je l'ai déjà dit, le danger est très grave et que les désagréments ou les dégâts que font ce genre d'actions sont en fait complètement ridicules par rapport aux dégâts qui sont causés par les entreprises qu'on dénonce. Ensuite, on peut se demander, donc nous on fait ça en tant que scientifique et on peut se demander pourquoi en tant que scientifique. Beaucoup de gens se disent le rôle d'un scientifique c'est pas ça, le rôle d'un scientifique c'est d'être neutre et de parler de façon neutre de ce qui se passe et d'expliquer. Alors nous notre position c'est que en fait la neutralité n'est pas possible, c'est-à-dire que quand on est neutre, quand on prétend être neutre, on est en train de soutenir le statu quo, on est en train de soutenir la façon dont les choses se passent. Et du coup, quand on a, en plus en tant que scientifique, on est aux premières loges, on a accès à des informations de première main en particulier, pour connaître la gravité de la situation, et donc on a une responsabilité particulière qui fait qu'on ne peut pas rester neutre. Si on reste neutre, implicitement on dit oui, la situation est grave peut-être, mais bon, les gouvernements font ce qu'il faut. Et en fait, évidemment, c'est pas du tout le cas. Et donc, sortir de la neutralité, et non seulement par des discours, mais aussi par des actes, c'est une façon de dénoncer ça et d'agir à la hauteur des enjeux. Une autre chose qui est souvent reprochée parfois, ou en tout cas, une question qui est souvent posée, c'est le degré de radicalité de ce genre d'action. Est-ce que c'est des actions qui sont trop radicales? C'est un reproche qui nous est fait, alors plus souvent par des ennemis de la cause que par les gens qui font partie de la cause, mais pas uniquement en réalité. Et alors, moi j'ai envie de revendiquer le fait d'être radical. Je pense que les actions radicales sont utiles en soi, et elles sont utiles parce que devant un danger radical, il faut agir de façon radicale. Et aussi, parfois, si on se dit qu'une action est mal vue par le grand public, que ça peut être vrai, mais même dans ce cas-là, ça peut être utile par ricochet, en fait, parce que les personnes qui font des actions moins radicales, on ne leur reproche plus d'être radicales. On va plus les écouter grâce aux actions plus radicales qui existent. Donc, de ce point de vue-là, c'est utile aussi à l'ensemble du mouvement de faire des actions plus radicales pour que le reste du mouvement puisse être pris plus au sérieux. Et puis, en fait, moi, j'aimerais souligner que, à mon sens, ça, c'est pas du tout des actions radicales, en fait. C'est-à-dire que c'est des actions, quand on les compare à la gravité de l'enjeu, elles sont presque un peu dérisoires.
elles sont presque un peu ridicules d'aller se coller les mains sur une voiture alors qu'on parle de quoi, de millions, dizaines de millions, centaines de millions de morts qui vont être causées par les émissions de CO2 qui sont prévues en fait par ces entreprises. Donc moi je considère que c'est pas du tout des actions radicales, c'est des actions qui commencent à effleurer la gravité de la situation. Voilà, et donc là j'ai beaucoup parlé de scientifiques en rébellion, d'actions de désobéissance civile. Je voudrais finir en disant que c'est pas parce que j'ai parlé en tant que scientifique, parce que bon, c'est notre collectif, mais bien sûr c'est pas que l'affaire des scientifiques, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde est légitime pour agir là-dessus. On a une légitimité qui est différente, simplement, qui est complémentaire. Les scientifiques ont peut-être plus de légitimité, et encore ça se discute parfois, sur les arguments rationnels, etc., sur l'analyse de la situation, mais tout mouvement citoyen a plus de légitimité démocratique et donc sont absolument indispensables. Donc moi je pense que tout le monde devrait faire de la rébellion, exactement, de la désobéissance civile. J'ai parlé que j'étais en prison il y a 2 semaines, ça peut faire un peu peur. En réalité, il y a beaucoup de rôles différents qu'on peut faire, c'est-à-dire que tout le monde ne souhaite pas aller en prison. Et moi, à chaque fois que j'ai fini en garde à vue en prison, bon, c'est arrivé quand même quelques fois, mais ça a toujours été en connaissance de cause. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire participer à l'action sans finir en garde à vue ou en prison, ça aurait été possible. J'aurais pu choisir un autre rôle. Il y a toujours beaucoup de rôles différents qui sont possibles, que ce soit dans la communication ou simplement des actions de désobéissance, mais qui sont moins risquées que bloquées, quoi, par exemple. Donc voilà, je voulais finir sur ça, sur le fait qu'il y a beaucoup de rôles et que tout le monde est bienvenu. Et comme conclusion, peut-être, pour la nécessité d'élargir le mouvement. Simplement l'idée de dire qu'on peut ignorer une fois une personne, mais pas 1000 fois 1000 personnes.